Réalisateur, scénariste, producteur, comédien, humoriste et même chanteur à une époque, il collectionne les casquettes artistiques depuis ses débuts à l'âge de 15 ans. Il a déjà vécu plusieurs vies en une. Humoriste dans les années 70 avec son frère Marc, longtemps complice de Luc Besson, mais c'est surtout le réalisateur que le grand public connaît. Cinéphile, tenez-vous prêts, on va tester vos connaissances. Top! Son premier film strictement personnel date de 1985 et a été sélectionné au César de la première œuvre. S'ensuit Le complexe du kangourou, Force majeure, Le frère du guerrier ou encore Fred avec Vincent Lindon, son acteur fétiche. Ma petite entreprise reste son plus gros succès en 1999 auquel fait écho la très grande entreprise sortie il y a quelques semaines. Aujourd'hui, l'invité de VIP est Pierre Jolivet. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur KTO dans VIP. On va faire, pendant cette petite heure d'émission, un retour sur votre carrière, sur votre vie aussi. On va parler du présent, on va parler de l'avenir. Vous avez l'habitude, comme ça, des séances d'introspection ? Oui, ça arrive, oui, c'est relativement un classique, surtout avec le temps, quoi. Évidemment, plus la carrière dure, plus elle perdure, plus on se retrouve avec des interviews plus conséquentes, sur lesquelles on fait une sorte d'historique. Donc je suis paré pour l'historique. Et surtout pour les gens qui écrivent. J'ai remarqué que les gens qui écrivaient beaucoup, de fait, faisaient beaucoup appel à leur propre expérience. Donc il y a une relecture qui est déjà plus facile à faire. Oui, je ne sais pas, c'est aussi peut-être une curiosité de votre profession, parce que quand une œuvre s'étale sur le temps et qu'elle est vraiment l'œuvre d'un auteur, enfin, qu'il y a quelqu'un, comme vous dites, qui écrit derrière, on se dit qu'on voudrait en savoir plus, savoir comment tout ça se touille. Donc touillons, Pierre Jolivet. Quand on voit votre pédigré, on se dit que vous auriez difficilement pu échapper à une carrière artistique. Votre maman, Arlette Thomas, était une comédienne déjà, mais surtout une pro du doublage aussi. Oui. On lui doit la voix de Calimero et de Titi dans Titi et Rominet. Oui, oui. Pas que ça, Shirley MacLaine aussi, etc. Oui, mais surtout, moi, c'est pas ça qui me reste. Je fais juste une... Oui, il y a papa aussi qui était auteur. Oui, enfin, qui l'a pas été longtemps, hein, parce que voilà. Mais non, mais surtout, notre mère a été la première à jouer à Rabat, à jouer Ionesco aux États-Unis, par exemple. Donc vous avez plus retenu cette partie-là. Oui, quand même, parce que la voix de Titi, c'est quand même très anecdotique. Mais c'est ce que nous on retient. Que voulez-vous, journaliste? Mais moi, je me souviens plutôt de quelqu'un qui a créé le théâtre Présent La Villette. En partant de rien. Qu'elle a dirigé pendant 15 ans. Qu'elle a dirigé pendant 15 ans. Enfin, vraiment un vrai travail de bâtisseur, de spectacle et de précurseur dans beaucoup de domaines. Donc, je pense que cette envie de créer, elle vient aussi beaucoup de sa capacité qu'elle a eu, elle, à créer, et non pas de son succès d'actrice de doublage. Alors, il y avait 3 enfants. Il y a Marc, qu'on connaît bien, l'humoriste. Il y a une sœur aussi, c'est Françoise. En fait, j'ai un frère du même lit, comme on dit, Marc, et j'ai un demi-frère, Jean, du côté de mon père. Et j'ai une demi-sœur, Françoise, du côté de ma mère, qui elle aussi est comédienne. Voilà, donc on en a 3. Et Jean, il fait quoi? Jean, il fait complètement autre chose. Ah voilà, il y en a quand même un qui n'a pas embrassé la carrière artistique, alors. Enfin si, en quelque sorte, puisqu'il est éditeur, il est producteur de... Ses voisins. Voilà, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et vous sentiez, vous, que vous aviez... bien sûr, vous aviez le choix, évidemment, mais d'avoir baigné dans ce milieu-là, un milieu très ouvert sur l'art, sur tous les arts, ça vous a naturellement porté vers tous ces métiers que vous avez faits, que vous faites encore aujourd'hui? Je pense, parce que l'expression dramatique était culturellement très fort dans notre façon de grandir. Mais je crois aussi que... Ça veut dire, ça se manifeste comment, par exemple? C'était comment chez les Jolivet à la maison? Chez les Jolivet à la maison, la lecture était un compagnon de vie. Les livres étaient un compagnon de vie. On a eu la télé très très tard, mais dès qu'il y a eu la télévision, regarder les films était une religion. Aller au cinéma était un moment fort. C'est-à-dire qu'il y avait la vie, et puis il y avait la vie interprétée par les arts, interprétée par la littérature, interprétée par le cinéma. Donc je crois que c'est une dimension de la vie qui a fait partie de ma jeunesse, de mon enfance. Je pense que beaucoup de familles n'ont pas cette dimension interprétée de la vie. Il y a la vie telle qu'on la vit, telle qu'on la ressent, alors que quand on vit avec quelqu'un qui fait du spectacle, comme notre mère, c'est la vie interprétée, c'est la vie réinterprétée, c'est la vie réinventée, c'est la vie re-rêvée. Et donc, il y a là une ouverture au monde, une sensibilité au monde qui est un petit peu différente. Et comme on a vécu quand même d'une façon très modeste, parce que ma mère vivait très, très difficilement, elle gagnait sa vie chèrement, je dirais, chèrement en travaillant beaucoup, puisqu'on
était 3 enfants à la maison, mon beau-père s'y collait aussi. Mais lui tenait une librairie, par exemple. Donc, il y avait les flâneries dans les librairies de mon beau-père qui m'ont permis de découvrir beaucoup de choses dans la littérature. Et je pense que on vivait en banlieue, à Maison-Alfort, hein, dans un HLM. C'était une grande cité de 3000 habitants. Et je pense aussi que c'était une réponse à une vie quand même très violente, à une vie pas sans espoir, mais enfin, personne rêvait d'être président de la République dans notre cité. Mes copains, ils sont devenus chauffeurs de bus, quincailliers, fonctionnaires. Ah oui, donc vous avez l'impression d'avoir une enfance un peu décalée par rapport au reste de vos copains. Une enfance décalée, c'est-à-dire... Un peu enchantée peut-être Non, pas enchantée, mais je pense que mon cinéma est très inspiré par ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je fais un cinéma très souvent... très social. Très social, et en même temps, c'est du cinéma. En même temps, ça raconte des histoires, ça essaye de garder de la fiction, ça essaye de garder du rêve, ça essaye de garder une histoire qui fait rêver au milieu de personnages qui sont issus pour la plupart de milieux sociaux très simples. C'est vrai que dans les différents films que j'ai pu voir de vous, on vous sent finalement très en prise avec la vraie vie, j'allais dire la vraie vie des gens, que ce soit Ma petite entreprise, que ce soit Fils unique, Fred, Fred, ou alors comment ou le dernier, là, très avec Vincent Lindon et Sandrine Bonner qui est sorti en 2007. Oui, Je crois que je l'aime. Je crois que je l'aime, ça se passe aussi dans le milieu de l'entreprise et enfin, la confrontation souvent de deux univers, milieu entreprise, milieu artistique pour Je crois que je l'aime. Fils unique, c'était une juge en face d'une délinquante. En face d'une délinquante, voilà, donc deux univers qui se confrontent comme ça. Finalement, ils découvrent qu'ils ont des choses à se dire, etc. Mais on baigne dans la vraie vie. On baigne dans la vraie vie, mais la vraie vie transformée en cinéma, transformée en fiction. Et d'ailleurs, tout le problème de mes films est là, c'est de m'amuser sur... Enfin, tout le problème, toute la problématique est souvent là, c'est de garder un certain réalisme, mais que ce réalisme donne naissance à de la fiction, qui permette d'avoir une empathie avec les personnages et de partir en aventure avec eux. Voilà, que ce ne soit pas uniquement des personnages réalistes de la vraie vie, avec tout ce que ça a de terre à terre, quoi. Donc je fais un cinéma un petit peu bâtard parce que mais non, mais quand on fait les prototypes, on est toujours bâtard par rapport au genre. Or le genre du cinéma social, d'abord il y en a très peu en France, mais le genre cinéma social, il est plutôt grave, il est plutôt noir. Alors que vous le teintez de comédie. Alors que moi je le teinte la plupart du temps de comédie, et de la même façon, le cinéma de divertissement, lui, n'est pas social. Dans la plupart des films français, d'abord beaucoup de films français sont faits par des gens grandis dans le 16e arrondissement qui ont fait des écoles de cinéma et qui racontent en gros les problèmes. Voilà, 60% de la production française, c'est est-ce que Martine aime Philippe, qui lui-même aime bien Josiane, qui elle-même est peut-être moi. Voilà. Et ça reste le fond de magasin de la culture française, de la littérature française et même du cinéma français. Ça veut dire quoi? Que vous avez l'impression de défricher quelque chose? Non, je défriche pas. Je dis simplement que ce parcours atypique, cette jeunesse atypique, a donné un cinéma plutôt atypique. Voilà, un cinéma qui n'est pas engagé quand même. Alors plutôt engagé, oui. En tout cas, une forme d'engagement souterraine. C'est pas des films de militants au premier degré. C'est pas engagé. On se dit toujours qu'il y a un dogme politique derrière l'engagement. Or, de ma génération, je suis quand même un des rares qui n'ait pas été ni marxiste, ni trotskiste, et qui n'est ni maoïste. J'ai jamais marché dans aucun communisme. Or, la plupart du cinéma engagé, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, les cinéastes engagés socialement ont une culture marxiste, profondément marxiste. Et je pense que ça me démarque complètement de tous les autres cinémas sociaux, c'est que ce n'est pas une démarche dogmatique marxiste. Non, mais il y a quand même un vrai discours derrière. Vous essayez quand même de faire passer des messages de ce que vous avez compris de la vie, que ce soit la vie en entreprise, que ce soit de la vie tout court. Vous essayez de faire passer quand même vos valeurs, finalement. Oui, j'essaye de faire passer des valeurs, mais qui ne sont pas des valeurs marxistes. C'est très très important comme différence. Au lieu de dire ce que ce n'est pas, on va dire ce que c'est. C'est des valeurs qui ont... Voilà, c'est des valeurs chrétiennes, j'en profite que je suis catho, non pas forcément catholique, mais des valeurs chrétiennes. J'ai découvert ça plus clairement en lisant Pontesconville sur son traité sur l'athéisme, et je crois profondément avoir été marqué par la difficulté de vivre dans ma cité quand j'étais jeune, de sentir la difficulté d'un avenir possible et exaltant. Pour la plupart des gens avec qui je grandissais. Or, je crois que le cinéma, l'art, m'a créé une forme d'exaltation, une forme de rêve qui n'était pas à la portée de mes camarades de jeu.
Et donc, j'ai trouvé que c'était une grande injustice. Finalement, peut-être que la plus grande injustice, c'est l'absence de culture. Car la culture permet de mettre en perspective la réalité. Et donc de la réinventer, de l'interpréter, de s'amuser avec, de créer une forme d'allégresse en face de l'avenir. Je pense que la culture est une richesse sans fin à laquelle tout le monde n'a pas accès. Alors attendez, la culture, parce qu'on est parti des valeurs chrétiennes que vous aimez oui, mais beaucoup. Vous allez voir, on va retomber dessus. Alors, retombons sur nos pattes. On va retomber dessus dans la mesure où je crois que la culture m'a aidé à réinterpréter ma vie dans cette cité assez dure. À lui donner un sens, vous voulez dire? À lui donner un sens, à lui donner une perspective, plus qu'un sens. Et une structure aussi, peut-être. Une structure, une perspective, et au fur et à mesure de ma vie, je suis tombé amoureux des gens. D'abord, je suis resté très marqué et très attaché à toute mon enfance dans ce milieu populaire. Et d'un autre côté, ma mère, mon beau-père m'emmenaient plutôt vers une culture plus élitiste. J'avais le choix d'aller voir des choses... Tirées par le haut, comme on dit. Oui, tirées par le haut. Et en même temps, je me rendais compte que de ces choses tirées par le haut, les autres n'y avaient pas accès. Mes copains, mes voisins n'y avaient pas accès. Ils ne savaient même pas de quoi ça parlait. Ça a suscité tout un tas de questions. Ils n'y avaient pas accès non seulement financièrement, ils n'y avaient pas accès, c'était pas autorisé dans leur tête, leurs parents n'avaient pas ce réflexe-là. Et donc, il y avait tout un pan de la vie, toute une façon de voir la vie qui leur était interdite. Et j'ai été marqué par ça. Et donc, après, je suis parti travailler quand j'avais 17 ans et demi. J'aimais le vrai contact avec les gens, j'aimais travailler, j'aimais pas la culture à froid. L'école m'énervait profondément, les études m'ennuyaient, alors que j'étais plutôt doué pour ça. Mais je m'ennuyais, ce que je voulais, c'était aller au contact des gens. Ça a toujours été comme ça. Donc je suis parti travailler à 17 ans et demi au Club Med. Et le 17 ans et demi au Club Med à cette époque, c'est encore un Club Med issu des années 50, c'est-à-dire où tous les milieux sociaux se confondent. Là, vous étiez géo. Et là, j'étais géo. Et là aussi, je me suis rapproché des gens. C'est pour ça que j'ai jamais beaucoup aimé les films des bronzés sur le Club Méditerranée, parce que je trouvais ça terriblement réducteur. Ça a été un grand moment social. Ça a été un moment où des avocats, des ouvriers, des petites secrétaires vivaient ensemble pendant une semaine, 2 semaines, se retrouvaient à jouer au ballon d'une façon peut-être un petit peu con, mais pas con du tout. Et donc tout ça a mouliné quelque chose en moi qui a fait que quand j'ai commencé à faire du cinéma vers 30 ans, j'ai repris tout ça en compte, en fait, pour en faire le cinéma que je fais. Et on sent que finalement, les 20 premières années de votre vie sont à la base de tout le cinéma comme toujours. Que vous avez pu faire. Oui, comme toujours, comme toujours. Alors, à l'époque, puisque vous êtes, effectivement, vous avez... Mais vous le voyez bien dans ces jeunes auteurs sortis de la Fémis qui n'ont jamais quitté le 16e arrondissement, ils racontent la seule aventure qui leur est arrivée, c'est de tomber amoureux. Et c'est d'ailleurs la plus grande histoire universelle, et ils ont bien raison. Mais... vous aussi, vous racontez des histoires d'amour. Oui, moi aussi, mais c'est teinté par autre chose. Voilà, il y a un arrière-fond, vous allez dire. Et c'est ce que expliquait John Huston, qui est mon metteur en scène préféré, dans son livre Houston par Houston, c'est-à-dire qu'il disait notre vie, notre enfance, c'est notre panier garni. C'est avec ça qu'on fait cuire notre soupe. Et si on a une enfance qui n'était pas riche, qui n'était pas forte, dans laquelle on n'a rien vécu, on n'a pas grand-chose à faire cuire. Alors que si on a une enfance riche d'événements, riche de sensations, on a plus de choses à faire cuire et la soupe peut être plus intéressante. Alors on va rester encore quelques minutes avec le petit Pierre Jolivet, puisque on sent que l'enfance est très importante et qu'elle est encore finalement très présente chez le monsieur que vous êtes devenu, là où vous êtes devenu. Le petit Pierre Jolivet à 6-7 ans, il avait envie de quoi? Il rêvait de quoi plus tard? Non, le petit Pierre Jolivet à 6-7 ans, il est dans un gouffre. Mon enfance a été marquée par un événement très dramatique qui est que mes parents sont séparés, j'avais 3 ans et demi, et à l'époque on avait le droit de le faire, ils nous ont séparés, chacun a pris un des 2 enfants, et donc à partir pendant 2 ans et demi, j'ai pas vu ma mère ni mon frère, donc de 3 ans et demi, 4 Marc, donc d'où aussi notre force, notre relation très passionnelle et très, très fraternelle dans les années qui ont suivi. Donc, si vous voulez, moi j'ai 6 ans, je quitte mon père pour enfin retrouver mon frère et ma mère. C'est une époque très complexe, mais c'est une époque où je redécouvre la vie et où je comprends que l'enfant que j'étais, avec un père très compliqué, très dur, où j'ai vécu seul pendant 2 ans et demi, dans des appartements tout petits,
qui, enfin, je veux dire, une période terrible, terriblement violente, à laquelle j'ai survécu, mais je redécouvre la vie quand j'ai 6-7 ans, et donc j'ai à portée de main, comme clé de compréhension du monde, j'ai la souffrance. Voilà. Mais c'est la résilience au sens cérulnique, si vous voulez. C'est que si on a digéré cette souffrance, après on peut s'en servir. Mais alors pourquoi votre père vous a pris vous, votre mère a pris votre frère, et pourquoi ça s'est pas fait à l'inverse? Comment le choix s'est fait? On c'est va horrible. peut-être pas faire toutes les. Oui, c'est assez horrible. Oui, c'est le choix de Sophie. Ma mère s'est retrouvée en face du choix de Sophie. Ouais. Et elle est partie avec l'aîné. Et elle a gardé l'aîné, elle a laissé partir le cadet. Donc voilà. Et donc situation très dramatique, très violente, très très complexe. Mais souvent, les humoristes ont une énorme fêlure dans leur enfance. J'ai pu remarquer ça, mais il y en a plusieurs qui ont défilé sur ce fauteuil. Et toujours, on se ramène à une fêlure, mais quelque chose de dramatique, quelque chose de fort. Oui, oui, quelque chose de fort, mais parce que peut-être l'humour est une porte de sortie, est une soupape pour se sortir de ça, quoi. Donc, si vous voulez, quand j'ai 6 ans, je fais une résurrection. J'arrive dans cette banlieue, dans cette HLM où je trouve tout joyeux, joli. La vie commence, quoi. La vie commence. J'ai retrouvé ma mère, j'ai retrouvé mon frère. Voilà, la vie peut recommencer. Si aujourd'hui vous pouviez le rencontrer, ce petit garçon à cet âge-là, vous lui diriez quoi? Vous, l'adulte qui avait compris maintenant tellement de choses et qui avait 50 ans d'avance, vous lui diriez quoi, ce petit garçon? Oh, je pourrais rien lui dire. J'aurais rien à lui dire. C'est lui qui aurait tout à me dire. S'il pouvait me dire plein de choses. Je sais que de temps en temps, il me dit des choses, Mais moi, j'aurais rien à lui dire. Il s'est débrouillé comme il pouvait. Ouais. Et vos parents ont malgré tout réussi à vous transmettre des valeurs dont vous vous réclamez aujourd'hui et que peut-être vous essayez de retransmettre à Adrien et à Léa, vos 2 enfants? Alors bizarrement, si vous voulez, je pense que ma mère n'a pas été une mère, ça a été un père, parce qu'elle est comédienne, donc sa passion était son métier. Et donc j'ai toujours vu beaucoup travailler, ça n'a pas été une très bonne mère, elle n'était pas très... Présente? Non, pas très présente. C'est quoi une bonne mère? Une bonne mère, c'est quelqu'un de présent et de bienveillant. Voilà, c'est ça qu'on attend en premier quand on est enfant. Mais une mère peut vous apporter beaucoup d'autres choses. La preuve, elle nous a apporté le sens du travail, le sens de l'engagement, le sens du courage. Voilà, elle a des vertus, finalement, à l'époque, qui étaient des vertus plutôt réservées au père. Alors elle, c'était une femme moderne qui s'était libérée de tout bien avant tout le monde, qui a fait un métier... très moderne pour l'époque, être comédienne, décider de gagner sa vie, de divorcer, enfin tu vois, plein de choses incroyables et difficiles pour l'époque à imaginer. Donc c'était une femme très volontaire, très moderne, mais pas une mère très affectueuse. Finalement, vous l'avez trouvé où, l'affection, alors? Mais elle se l'est permis, non, je pense qu'elle se l'est permis parce que, on voit ça dans les familles, parce qu'elle a confié ça à notre grand-mère. Et notre grand-mère était notre mère. D'accord. Voilà, notre grand-mère a rempli le rôle de mère. Je pense que notre mère s'est autorisé ça parce que sa mère était là pour s'occuper de nous. Mais ça ne remplace pas. Oh si, très largement. Ça pallie quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, je ne serais pas dans cet état-là si je n'avais pas eu ma grand-mère. Non, je n'aurais pas été capable de faire tout ce que j'ai fait, de bâtir tout ce que j'ai bâti, si je n'avais pas eu, pour me reconstruire après cette aventure terrible, la solidité de l'amour de ma grand-mère. Alors, vous nous avez parlé de votre période Club Med. C'est à cette époque-là, enfin, peu de temps en même temps et derrière, que vous avez formé un duo comique avec votre frère Marc, un duo qui s'appelait... Comment il s'appelait votre duo avec Marc? Pierre et Marc Jolivet, mais on a fait aussi des clowns. Ah, il y avait aussi des clowns, voilà, qui avaient des noms de clowns. On a fait Réchaud et Frigo, qui a eu énormément de succès. Réchaud et Frigo. Vous étiez qui, vous? J'ai Frigo. Vous étiez le froid, vous? Oui, j'étais le froid, oui. Et l'autre, c'était le chaud? Le chaud, oui. Oui, parce que j'étais le clown blanc, il était l'Auguste. D'ailleurs, notre vie a continué comme ça. Marc continue à être sur scène, un showman formidable. Il est l'Auguste, et moi, je suis le clown blanc. Je suis derrière la caméra, je fais des films souvent plus graves, et voilà. Alors, il y avait des chansons un peu rigolotes à l'époque que vous faisiez, qui avaient un bon succès. Oui. Ça vous ferait plaisir d'en réentendre une ou pas? Bon, si vous voulez, moi je les connais. Mais vous ne l'écoutez pas tous les jours non plus? Non, pas du tout, non. Non, je ne suis pas du tout... nostalgique? Non, pas du tout. Je ne passe pas du tout de temps sur le passé. Des bons souvenirs à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. D'accord. Un petit peu de Réchaud et Frigo. Ça donne ça. Salut, c'est moi Réchaud. Salut, c'est moi Frigo. Et tous les après-midi, On retrouve nos amis. salut, c'est moi Réchaud. Salut, c'est moi Frigo. Quand il fait pas beau, quand il fait pas chaud, et qu'on a bobo, Y'a Réchaud et Frigo. Je suis
cuisiner dans la cuisine. Voilà, ça aura peut-être rappelé des souvenirs. En tout cas, vous, ça vous en rappelle forcément. Oui, ça me rappelle, mais c'est pas tant que ça me rappelle que ça en rappelle aux autres. Oui. C'est toujours assez émouvant de faire quelque chose comme ça. On a écrit ça un matin. On a décidé de faire les clowns parce que plus personne ne faisait de clowns à l'époque et on s'est dit tiens, on peut sans doute faire les clowns et ça pourrait être amusant et enrichissant et on s'est rendu compte qu'on avait fait, voilà, on a fait un hit et il arrive encore aux gens de me croiser en disant salut, c'est moi Réchaud. Voilà, et donc quand j'ai appelé Roche Dizem pour jouer dans Fred, il était un jeune acteur, donc on commençait à parler et je lui ai dit écoutez, c'est un tout petit rôle, on se connaît pas. Il me dit ah mais c'est Frigo. Pour Frigo, je viens tourner. Voilà. Et on a fait notre 4e film ensemble. Donc voilà, c'est toujours étrange de se rendre compte que quelque chose qu'on a fait comme ça avec une certaine spontanéité, un peu léger, certain talent, quelque chose un peu de léger, complètement comme ça, léger, oui. et tout d'un coup, ça vous emmène toute votre vie. Voilà. Et ça reste un moment de grande, vous parliez de passion, de relation fusionnelle avec votre frère. C'était cette période-là où vous étiez complètement, effectivement, fusionnel. Voilà, fusionnel, je crois, je pense qu'on a passé beaucoup de temps à rattraper ce temps perdu de notre petite enfance où on nous a séparés. Je pense que de fait de nous avoir séparés, après, ça nous a collés ensemble d'une façon très, très forte. Avec une relation très fluctuante. Voilà. Oui, mais enfin, je veux dire, déjà, les relations entre frères, c'est compliqué. Alors, quand vous travaillez en même temps, tout le temps ensemble, c'est terriblement compliqué et violent et drôle. En même temps, on a énormément ri, quand même. Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller voir sur son site internet Non. Non. Alors, sur le site internet de Marc Jolivet, il y a un mot, une page d'écriture qui est pour vous. Oui. Et... Mais qui doit être un extrait de ses livres, parce que j'ai lu ses livres, donc ça doit Ah être bah dans son peut-être. livre. Vous allez me le dire. Je vous en lis un morceau. Oui. Pour mes 2 ans et demi, mes parents m'ont fait un cadeau. Oui, c'est un extrait de son livre. C'est petit, ça pèse 3 kilos, ça fait du bruit, ça bouge, ça pue. Ils m'ont offert un petit frère. Comme il est vraiment très petit, je dois faire attention. Il est fragile. C'est un bébé, c'est un garçon, car il a un zizi comme moi, mais encore plus petit. Mes parents l'appellent Pierre. Pierre, tout le monde l'appelle Pierre. Tout le monde vient le voir comme il est beau. Hé Marc, oh, je suis là, j'existe. Depuis qu'il est né, on entend beaucoup un Marc, et je n'aime pas trop cela. Alors après, il raconte un petit peu votre vie à vous. Alors on apprend plein de choses sur Pierre bébé. Pierre fait sa chochotte, il ne mange pas n'importe quoi. La preuve, comme je le nourris de cendres chaudes, il vous a martyrisé, votre frère. Il Oui, mais recrache. comme tous les aînés, il a essayé de m'éliminer un certain nombre de fois. Hein, je veux dire, mais les aînés font ça. Hein, c'est terrible pour l'aîné quand il y a un cadet qui arrive. Non, en même temps, c'est très frais. Le jouet, donc vous, il ne faut pas que je le tue. Sinon, mes parents n'apprécieraient pas. Ils n'ont pas les moyens de m'offrir un autre jouet. Et après, on parle de vous, adolescent. C'est fait. Pierre est un adolescent. Il me bat dans tous les domaines. Alors, pour tisser le lien fraternel, j'ai trouvé ce que je peux lui apprendre. Comment draguer les filles. Grâce à cela, normalement, il me vouera un respect éternel. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Mon frère se débrouilla très bien tout seul avec les filles. Mais je n'étais pas sans ressources, et on en revient au Club Med, puisque je lui fis annuler son bac pour me rejoindre au Club Méditerranée, ce qui, quelques années plus tard, donna le duo international Pierre et Marc Jolivet. Oui. Il vous a fait annuler votre bac? Non, non, il peut le formuler comme ça. C'est marrant de le formuler comme ça, mais simplement on nous proposait une place de régisseur au Club Méditerranée dans un village intéressant. Il fallait partir en juin et j'avais mon bac en juin et je savais de toute façon que je l'aurais pas puisque je faisais des études épouvantables. Voilà. Donc autant. Et je savais que ça ne me servirait à rien, donc autant prendre la tangente. Alors il y a un deuxième personnage qui vous colle au basket. Et vous devez peut-être en avoir marre qu'on en parle, mais en même temps c'est votre parcours. C'est Luc Besson que vous avez connu tout jeune, avec lequel vous avez travaillé, vous avez signé des scénarios, dont celui de Subway. Oui. Quand même pas le petit film. Ça aussi, c'est encore une période de votre vie dont vous n'êtes pas forcément nostalgique, mais qui a marqué un tournant dans votre carrière. Oui, c'est-à-dire que ça a été mon arrivée dans le cinéma. C'était pas évident quand même en sortant de 10 ans de sketch drôle de rentrer dans du cinéma et dans du cinéma d'auteur plutôt ambitieux. Donc le premier film que j'ai écrit. C'est un virage à 180 degrés quand même. Oui, le film que j'ai écrit et que je produis, qui est Le Dernier Combat, c'est quand même pas évident comme virage. Donc c'était une aventure assez passionnante, mais en même temps c'était un virage pour ceux qui regardaient Réchaud et Frigo. Moi, à l'intérieur de moi, c'était pas un virage. Si vous voulez, les 10 ans avec mon frère, c'est du contre-emploi. C'est une grande récréation. C'est une grande récréation. Je m'amuse à apprendre le monde. Je m'amuse à comprendre quel est le monde. Je m'essaye à des choses. Je fais du contre-emploi. Mais mon vrai emploi, il est plutôt dramatique. Mon vrai emploi, c'est de raconter des histoires. C'est des histoires dramatiques ou drôles. Déjà, quand j'ai 9, 10, 11 ans, j'écris des histoires. J'écris des poèmes. Donc, j'ai toujours écrit des chansons plutôt graves. Enfin, donc, le duo m'emmène vers un domaine qui m'amuse, qui est une partie de moi, mais qui n'est pas que ça. Mais vous saviez riche de tout ça.
Les gens ne le Je savaient sais pas. En tout cas, je savais que j'avais une trajectoire qui n'était pas que de faire rire en faisant le clown blanc. Voilà. Donc je savais très bien que ma vie ne serait pas ça. Mais ça a été une formation formidable. Et donc ça a été effectivement les premiers pas dans le cinéma, ça a été finalement le succès assez rapidement. Oui. Est-ce que c'est dur d'avancer finalement dans ce métier, si on essaye de prendre un peu de hauteur par rapport à ce métier de cinéaste? Maintenant vous avez du recul, vous avez fait plusieurs longs métrages qui ont bien marché. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez compris par exemple quelles étaient les clés d'un bon film? Ou est-ce que l'échec vous taraude encore? Enfin, Oui, bien sûr, l'échec taraude tout le temps, mais à partir du moment où on fait des prototypes, ce qui est quand même mon cas, qu'on rentre pas dans des cases, on sait que chaque prototype peut avoir un destin particulier, que ce soit le succès, l'échec, le semi-échec, et les le producteurs semi-succès. vous suivent? J'ai Pour quand cette même la chance. irrégularité, Oui, il y a des j'ai gros cartons, il y a des films qui marchent moins bien. Oui, mais dans cette irrégularité, il y a une constance, c'est la constance de l'exigence du travail. Ouais. Donc les producteurs, il ne faut pas croire qu'ils n'aiment pas ça. Si, ils aiment plutôt les metteurs en scène qui prennent de la passion à écrire, qui aiment tourner, qui aiment les acteurs, tout ça. C'est pas des garanties de succès, mais c'est quand même des garanties de qualité. Donc il se trouve que pour l'instant, d'une façon un petit peu magique, je trouve ça un petit peu magique que je fasse encore des films. Enfin, à chaque film, je considère que c'est une chance incroyable. Rien ne s'est normalisé, moi, dans mon esprit. Je trouve incroyable quand vous me racontez tout ça. J'ai l'impression que vous parlez de quelqu'un d'autre. Bien évidemment, c'est moi. Mais je me dis, j'ai fait tout ça. C'est énorme un film à mettre en route, trouver les financements. Oui, mais comme vous dites, j'ai écrire. vécu plusieurs vies. C'est-à-dire, c'était énorme honnêtement, je ne sais pas ce qui fait que, avec Marc, on s'est retrouvés en 2 ans les régisseurs de spectacles les plus demandés au Club Med. On aurait pu demander ce qu'on voulait, les villages qu'on voulait, payer ce qu'on voulait, et on est parti. Qu'est-ce qui a fait que 3 ans plus tard, on passait à l'Olympia en vedette? J'en sais rien. Qu'est-ce qui fait qu'après, je travaille avec Luc Besson? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'après, moi, je fais carrière dans le cinéma et que j'en suis à mon 13e film? Franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Et d'ailleurs, je pense que ça ne sert à rien de se poser la question d'où ça vient. La seule question qui vaille, c'est la question du travail. Mais ça, c'est toujours là, l'envie, vous n'avez pas aucune lassitude. Si, il y a de la lassitude il y a de la lassitude dans la mécanique sociale. Il n'y a pas de lassitude dans le travail avec les acteurs, il n'y a pas de lassitude dans l'écriture d'histoire. Il y a une lassitude dans l'infrastructure que demande la production d'un film, d'aller chercher l'argent, de le sortir, de faire des interviews avec vous aujourd'hui, avec plaisir. Mais toute cette infrastructure-là sociale que demande la vie du cinéma... L'enrobage, finalement, oui. Oui, aussi. ça use. Aller chercher de l'argent, toujours, en demander plus, avoir une chaîne de télé qui hésite en disant non, le scénario est à chier, mais l'autre dit ah non, le scénario est formidable. Vous dites mais attendez, le scénario est à chier ou le scénario est formidable? Celle-là, vous lisez les fiches de lecture qui sont épouvantables, puis vous lisez celle de l'autre chaîne qui dit qu'est-ce que c'est réussi? Où est la vérité? Vous savez pas. Et ça vous use alors? C'est usant parce que, si vous voulez, ça a des conséquences permanentes sur la qualité du travail, sur l'argent que vous aurez ou vous n'aurez pas. Mais l'envie est toujours là quand même. L'envie est toujours là, mais je dirais que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est mon métier. Alors donc même dans les moments, où l'envie n'est plus là, elle renaît parce que profondément c'est ma vocation. Voilà. Non seulement c'est mon métier, mais j'ai une chance rare, c'est de vivre de ma vocation. Voilà. Et profondément ma vocation, c'est de faire des films, c'est de raconter des histoires. Je pense que dans une vie, quand on a le plaisir, la joie, la chance, le privilège de vivre de sa vocation, c'est certainement le plus grand cadeau qu'on puisse avoir. Parce que de là, tout découle. Quand vous arrivez à vivre bien de votre vocation, vous devenez un amant possible, vous devenez un père potable, vous devenez un compagnon de vie agréable. Tout se met en place dans la vie. Oui, je crois que ça conditionne, quand on est à sa place. Ça conditionne profondément votre posture dans la vie. Alors, vocation, c'est comme un mot qu'on rattache souvent, pas toujours, au domaine religieux. Domaine religieux. Vous n'avez pas eu de culture religieuse particulière, mais vous avez été quand même entouré de beaux-frères prêtres, notamment. Quel regard vous avez sur la religion ? Ah, c'est Ou sur Dieu. Attendez, on va aller dans l'ordre. Déjà sur Dieu. Est-ce que Dieu existe dans la vie de Pierre Jolivet ? Non, Dieu n'existe pas. Je suis athée. Parfois pointe la question de Dieu qui m'intéresse. Est-ce que vous avez une petite fille qui se pose beaucoup de questions en ce moment ? Oui, c'est normal. Ma fille qui a 9 ans est en pleine crise mystique. Qu'est-ce qu'on lui dit quand on est athée à cette petite fille ? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, d'abord, on lui explique ce que c'est qu'être athée, croire en Dieu ou être agnostique. Alors déjà, il faut essayer de lui définir ces 3 notions qui sont déjà complexes pour un petit cerveau
9 ans, lui expliquer quelle place a Dieu dans votre vie, quelle place Dieu pourrait avoir dans la sienne, s'il devait en avoir une. En l'occurrence, c'est quelle place il n'a pas dans la vôtre. Quelle place il n'a pas, mais quelle place il a sans l'avoir. En tout cas, à quel point cette interrogation est présente. En tout cas, à quel point cette interrogation est au niveau de la civilisation. Fondamentale dans la vie des hommes, lui expliquer que différentes religions, comment elles s'organisent, que c'est le même Dieu mais avec différentes interprétations, quoique pour Bouddha c'est pas totalement le même Dieu quand même, ça marche bien pour l'islam et la religion ça vous travaille de fait, quand on est interrogé par un enfant comme mais ça. Mais il n'y a pas que ça qui me travaille, tout me travaille. Non mais tout me travaille. Je veux dire par là que je ne lis pas que des livres sur la religion, je ne me pose pas que la question de la religion, je me pose la question des rapports entre les êtres humains, je me pose la question de l'amour, je me pose la question du sport, je me pose la question de... voilà, je me pose la question, je suis un fou de golf, je me pose beaucoup de questions sur mon swing en ce moment, et ça me prend beaucoup de temps. Vous êtes d'accord, Pierre Jolivet, pour dire que la question sur votre swing et sur l'existence de Dieu n'est pas du même niveau? Alors je suis étonné à quel point, non mais c'est pas du même niveau, mais à quel point quand même mon esprit, c'est pour ça que je me permets d'être un peu provocateur, à quel point quand même ça prend de la place. Et donc j'ai même proposé un documentaire que je ferai peut-être un jour sur le golf. Non, sur le golf. Sur le golf pour comprendre pourquoi ce sport, même chez les intellectuels, est une telle complexité et est une sorte de drogue. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi le golf est une drogue. C'est la seule drogue que j'ai vraiment rencontrée et à laquelle je sois tombé addicted. Donc il doit y avoir derrière ça quelque chose qui est au-delà du sport, qui est un rapport à soi-même, qui est une quête, c'est la roche tarpéenne. Vous allez voir qu'il va nous parler de Dieu dans 2 minutes. Comment le golf peut nous amener à Dieu? Non, mais à la question de Dieu, en tout cas, à la question existentielle. D'une transcendance. Sans parler de Dieu, parlons d'une transcendance et d'une question existentielle. Et de ce point de vue-là, puisque je sais que vous l'avez interrogé ici même, Comte Esconville est une vraie référence. André Comte-Sponville, une interview très intéressante que j'invite à retrouver sur le site de la chaîne. Et donc en lisant Comte Esponville, je me suis rendu compte de 2 choses en fait, de 2 choses qui me guidaient dans ma vie et qui étaient 2 forces très très prégnantes dans mon existence et que lui partage, et c'est toujours très agréable de rencontrer un philosophe. Mais j'ai connu Comte Esponville à travers Clément Rosset. En fait, c'est après avoir lu Clément Rosset. Vous avez amené un ouvrage, je crois, Clément Rosset. Je vais vous lire une phrase de Clément Rosset, mais je vais finir sur Comte Esponville. À savoir que je suis d'accord dans le mythe d'Icare avec Comte Esponville, à savoir que l'espoir n'est pas générateur. Les religions sont basées la plupart du temps sur l'espoir d'une vie meilleure, sur une espérance, une espérance d'une mort qui ne serait pas la mort, mais d'un paradis possible, d'une autre vie après la vie, enfin d'une réminiscence des âmes, en tout cas à minima. Et je suis d'accord avec Comte Esponville que l'espoir n'est pas le meilleur moteur. C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir qu'on peut faire les choses. C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir que, comme on sait qu'à la fin on meurt et qu'il n'y a rien, essayons de faire cette vie la plus passionnante, la plus riche, la plus généreuse possible. Voilà, c'est vraiment la religion à l'envers. C'est ce que raconte le mythe d'Icare et c'est une chose très... Qui vous parle? Oui, ça me parlait, j'ai ça en moi. Voilà, j'ai cette posture-là. La deuxième, c'est du livre de Comte Esconville, c'est sur l'athéisme, où j'ai pris conscience à quel point, sans être ni catholique ni protestant, j'étais chrétien, profondément chrétien, c'est-à-dire marqué par des valeurs chrétiennes. Et à quel point je n'avais pas besoin de croire en un Dieu transcendé, transcendantal, de transcendance, pour penser que la compassion, le partage, la miséricorde, le pardon, l'humilité, toutes ces vertus-là peuvent remplir une vie d'une façon formidable et la rendre plus intéressante, plus agréable, plus avenante, plus humaine, et donc plus riche et donc plus gaie. Et nous en arrivons à la gaieté. J'ai fait un film qui s'appelle Force majeure, qui a été un de mes 3 ou 4 films qui ont mieux marché. C'est lui avec et inspiré Patrick Bruel et François Cluzet. Voilà. Et en fait, j'avais tiré le titre parce que je venais de lire ce roman, cet essai de Clément Rosset. Et je vais vous lire juste la dernière de couve d'un livre qui s'appelle La Force majeure. La Force majeure. La joie est par définition illogique et irrationnelle. La langue courante en dit là-dessus plus long qu'on ne pense lorsqu'elle parle de joie folle ou déclare que quelqu'un qu'il est fou de joie. Il n'est effectivement de joie que folle. Tout homme joyeux est à sa manière un déraisonnant. Mais c'est justement en cela
que la joie constitue la force majeure, la seule disposition d'esprit capable de concilier l'exercice de la vie avec la connaissance de la vérité. Car la vérité penche du côté de l'insignifiance et de la mort, comme l'enseignait Nietzsche et l'enseigne aujourd'hui Sioran. En l'absence de toute raison crédible de vivre, il n'y a que la joie qui tienne, précisément parce que celle-ci se passe de toute raison. Voilà. Et je trouve que c'est une vision très forte de la joie, et je ne sais pourquoi cette joie, je vais prendre, cette joie est en moi. Voilà, je suis capable d'être joyeux. Je suis capable de déraisonner, d'être joyeux à tout moment. Et je me sens profondément, c'est un lieu commun que je vais sortir, mais c'est quand même un auteur qui a fait le pari, qui est Pascal. Pascal, oui. Et vraiment, je me reconnais tous les jours, dans chaque fois que je fais des films, je sais que je suis inconsolable et gai. Voilà. Je suis profondément inconsolable et gai. Et je crois que l'homme est un animal inconsolable et gai. De ce point de vue-là, je suis un animal. Alors, il y a quelque Ça chose... vous va pour... On a été vite, on a scanné, mais... Ah oui, oui, non, mais ça a le mérite on est d'être... parti dans plein de directions, mais... D'être clair, on sent que l'idée a été... le thème a été travaillé. Il y a toujours une recherche, quand même, une quête. Vous continuez de chercher. Toujours, oui. Toujours. Oui, Vous êtes oui, quelqu'un toujours. qui est toujours en mouvement, finalement. Toujours. Toujours. D'ailleurs, je me souviens de mon prof de philosophie. J'ai adoré faire la philosophie juste avant de partir travailler au Club Med. Et il disait, quand on dit à quelqu'un, vous pensez, non, je pense à rien. Non, jamais on ne pense à rien. On pense toujours à quelque chose. On peut penser à quelque chose d'insignifiant, on peut penser à quelque chose dont on ne se souvient plus, on peut penser à quelque chose d'informel. Mais ne penser à rien n'existe pas. Eh bien, je suis profondément ça, puissance 10. Je ne sais pas penser à rien. Je pense toujours à quelque chose. J'ai toujours en tête une idée d'une histoire à raconter, d'un film à faire, d'un swing à améliorer, d'un amour à vivre, d'un amour à faire survivre, d'un amour à revivre, d'une joie à faire partager, d'une angoisse à... Une sorte de veille, comme ça. Oui, je suis en veille permanente. Ouais. Quelqu'un qui, voilà, Ouais. qui est en veille. C'est pour ça que le yoga a quand même bien pacifié ma vie. C'est-à-dire que au Ah, moins, vous êtes très yoga? Ouais, je fais beaucoup de yoga et j'ai appris un quart d'heure par jour à ne penser à rien d'autre qu'à ma respiration. Ça m'a énormément détendu. J'en avais besoin. En fait, c'est votre recette magique, ça. Le golf, le yoga, le cinéma, la vie de famille. J'ai plein de recettes magiques. Ma vie est très pleine. D'accord. Une ou deux de plus, là, qu'on voit un petit peu ce qui remplit encore votre vie. Ah non, ça suffit. Non, Pas vraiment. tout dévoiler. Oui. Montrez-moi l'objet que vous nous avez apporté. Vous savez, j'aime bien demander Oui, aux alors, invités vous de m'avez venir avec un objet. Là, j'avoue que personne n'avait fait ça avant vous. Mais C'est un objet qui n'appartient qu'à vous. Oui, mais vous savez, pourquoi personne ne l'a fait avant moi? Parce que c'est assez simple. Quand vous m'avez posé cette question, j'ai essayé d'y répondre le plus honnêtement possible. Et je me suis dit, quel est l'objet dans mon bureau, où je passe quand même énormément de temps, quel est l'objet dont je ne me séparerai pas? Et quel est cet objet qui a suivi dans tous mes appartements depuis 15 ans? Alors c'est ça. Voilà. Vous voulez que je lise? Alors, on va expliquer, c'est un cadre noir. Voilà, c'est une un lettre cadre noir, mais c'est une lettre que j'ai encadrée, une lettre d'enfant de 11 ans, de mon fils, et que j'ai trouvée sur une table un jour où je rentrais, c'était mon anniversaire, et je suis rentré plus tôt que prévu d'un tournage que j'avais en province. Il ne faut jamais faire ça. Le jour de son anniversaire, on ne rentre pas plus tôt. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de portables, et donc je suis tombé sur cette lettre. Que vous n'auriez jamais dû voir. Que je n'aurais jamais dû voir, de mon fils, puisque ma femme avait préparé un anniversaire surprise. Et donc il y avait cette lettre d'Adrien, dont adressée à ma femme, Marie. Alerte, papa rentre à 12h ici, il faut que tu essayes de le retarder pour ne pas foutre à l'eau la soirée. Sinon, il va y arriver, il n'y aura personne. Appelle-le, arrange le coup le plus vite possible, ou il va réserver le train avant que tu n'appelles, et ça va être le bordel. 3 points de suspension. PS, il m'a téléphoné, mais je suis pas arrivé à le raisonner. Invente des conneries, je sais pas, moi, démerde-toi. Mais vite! Point d'exclamation. Et sachant que le alerte, qui est le premier mot, est écrit en énorme. Voilà, alerte et démerde-toi en gros en bas. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai lu cette lettre qui m'a fait
énormément rire, et qui a été suivi de cet anniversaire surprise que j'ai fait Vous avez joué semblant le jeu, de pas quand même. de jouer le jeu. Voilà, bien sûr. Mais à chaque fois que je suis retombé sur cette lettre, j'ai un grand sourire. Voilà, ça me fait rire parce que ça, c'est une spontanéité de l'enfance, ça a de l'urgence. C'est une déclaration d'amour en même temps. C'est une envie que les choses se passent bien comme elles sont prévues. Et pourtant, ça déraille et pourtant, ça reste joyeux. Voilà. Qu'est-ce que Donc on a dit que vous aviez 2 enfants, Adrien, qui est un artiste aussi, que vous avez déjà fait jouer dans vos films entre autres, et puis la petite Léa, bon, elle est encore un Qui a petit peu 9 ans, jeune oui. pour s'y mettre, à 9 ans. Mais qu'est-ce que la paternité vous a appris sur vous-même? Alors, qu'est-ce que la paternité m'a appris? D'abord, m'a appris si j'étais capable d'être un père, à peu près. Et la réponse? J'en sais rien. C'est eux qui donneront la réponse. Mais a priori... Mais j'ai découvert que j'aimais ça. Voilà. Que pour moi, c'était un des plus beaux mots de la langue française. Papa, je trouve ça super. Enfin, j'ai toujours adoré ça. Entendez ça à l'autre bout de l'appartement. Papa! Il va faire, ah, qu'est-ce qu'il veut encore? Alors que chez moi, ça a toujours fait, oh, qu'est-ce que c'est bon à entendre. Voilà. Donc ça, je trouve ça très bien. Ce que ça m'a appris, c'est que je me souviendrai toujours de ma traversée du bois de Boulogne quand Adrien est né, vers 3h du matin. Donc je l'ai nettoyé, je l'ai pesé, je l'ai posé sur le ventre de sa mère où il s'est mis à téter le sein. Et je suis rentré, j'étais jeune, hein, j'avais 28 ans. Et je me suis rendu compte que c'était le chaînon manquant, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais relié à l'humanité tout entière. Je n'étais plus moi, j'étais moi plus. J'étais moi, mais quelqu'un d'autre était plus important que moi. Mon enveloppe charnelle avait moins d'importance. Elle avait plus d'importance parce que j'en avais la responsabilité de cet enfant. Il fallait que je le nourrisse, que je le protège, que je le fasse grandir. Mais en même temps, il y avait quelqu'un sur Terre qui, sans être une femme que j'aime, sans être un ami qui m'avait prouvé toutes ses qualités, il y a quelqu'un, en attendant une bombe arriver, je me mets dessus pour pas qu'il meure. Voilà, tout d'un coup, ma vie a moins d'importance. Tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre sur Terre qui a juste, dans le seul fait d'exister, est apparue, et ma vie ne vaut plus ce qu'elle valait avant. Et donc cette relativisation-là, relativisation du poids de ma vie, a été un événement tout à fait majeur, qui, je crois, m'a aidé à grandir, oui, tout simplement, à devenir père, donc adulte. Et on est le même père que quelques années plus tard avec une petite fille? Pareil. Pareil. C'est absolument pareil. Absolument pareil. Je pense que ça, enfin, je l'ai vécu que 2 fois, il y en a qui l'ont vécu plus, mais c'est 2 fois absolument la même sensation. Et quels sont, pour revenir au thème, je vous avais demandé quelles valeurs vous avez transmises vos parents, à votre tour, qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre à ces 2 enfants-là, surtout peut-être à l'aîné qui, en plus, vous emboîte le pas? Voilà, qu'est-ce que vous essayez de lui dire de la vie? Qu'est-ce que vous avez compris de la vie que vous voulez leur transmettre? Je ne dis rien du tout de la vie. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que les parents qui essayent d'expliquer la vie à leurs enfants. Je pense que la seule chose qu'on puisse faire pour nos enfants, c'est leur donner l'exemple, le bon exemple, et qu'eux, on tire ce qu'ils ont envie d'en tirer. Mais surtout, je crois que je n'ai pas expliqué grand-chose, sauf des questions qu'ils m'auraient posées. Je pense que si je peux donner une chose à mes enfants, la seule chose qui compte, la seule chose qui vaille, toutes les autres sont des valeurs dont on peut discuter pendant des nuits, des jours. La seule chose que je peux leur donner, que j'ai essayé de leur donner, et c'est la vertu qui survit à tout. À l'apocalypse, à la crise, au chômage, au désordre amoureux, c'est le goût du travail. Oh, c'est pas du tout ce que j'allais dire. J'allais dire, je sais ce que c'est l'amour. Non, c'est le goût du travail. Le goût du travail, autorise toutes les autres fonctions. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes films, le travail est toujours au cœur de la problématique. Oui, c'est vrai. Je parle de chômeurs, je parle de cette perte de dignité. Regardez le personnage de Fred. La seule chose qu'il arrive à survivre, il arrive à vivre encore son histoire d'amour. Là, c'est du cinéma. Parce que quand vous êtes au chômage et que tout va mal, votre histoire d'amour, vous n'arrivez plus à la vivre la plupart du temps. Le goût du travail, surtout le goût de ne pas se laisser malmener par la vie. Ça aussi, c'est quelque chose qui ressort, de ne pas être défaitiste, essayer de résister. Il y a quelque chose de l'ordre de la résistance aussi, oui, dans il y a votre quelque cinéma. chose de l'engagement, de s'engager pour ce que l'on croit juste. Voilà. Alors voilà, mais ça c'est déjà intellectuel comme raisonnement. C'est déjà le goût du travail. Le goût du travail bien fait vous sauve de tout. J'en suis absolument certain.
J'en suis absolument certain parce que c'est une connexion véritable qui va au-delà de la pensée, ça passe par le corps. Le travail qui nous libère, voilà. Le travail qui libère, le travail qui fait que votre corps, vos mains, votre esprit crée quelque chose, crée un objet, une œuvre, peu importe. Et qu'on ne subit pas la vie, mais qu'on y participe finalement. On y participe, on est dedans, on agit, on est utile. Voilà, on est utile. Je pense que d'être inutile, c'est la fin de l'amour, c'est la fin de tout. Il n'y a pas d'amour sans... l'amour n'est pas possible pour tous. L'amour n'est pas à la portée de tous. L'amour... Le sentiment amoureux est à la portée de tous, la capacité de vivre l'amour n'est pas à la portée de tous. Pour pouvoir vivre l'amour, et pour que ce soit satisfaisant, il faut être bien. Il faut avoir quelque chose en soi. Il faut avoir quelque chose en soi de suffisamment possible, comme joie possible, pour vivre une histoire d'amour. Vivre des passions, tout le monde peut vivre des passions destructrices, violentes, c'est à la portée de tout le monde. Vivre l'amour, le vrai amour, ce n'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, c'est davantage à la portée de ceux qui ont le goût du travail, j'en suis certain. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission, je vous propose de les passer avec un questionnaire façon Proust. Vous êtes joueur, vous, hein? Vous aimez ce genre de petites choses? Oui, joueur. Non, je ne suis pas joueur de cartes et tout ça. Non, mais vous avez le goût du jeu comme ça. Vous savez, j'ai fait 10 ans de sketch. Voilà. C'est quand même pas... C'est pas un petit questionnaire de Proust qui va m'affoler quand même. Mais je peux dire des conneries. Vous allez voir le petit questionnaire. C'est ça l'idée, hein. C'est qu'on puisse dire des conneries. Allez, on va commencer par des questions un peu faciles. Oui. Pierre Jolivet, qu'est-ce qui vous étonne dans la vie? Qu'est-ce qui vous étonne encore? Le corps de la femme. Alors vous avez le droit de développer ou pas vos réponses? On reste là. Non, on reste là. Ça me paraît... non, ça reste... je peux commenter un petit peu? Bien sûr. Je pense que oui, ça reste le corps de la femme parce que c'est le mystère du monde. C'est un très beau livre de Pascal Quignard qui parle de ça et qui rappelle que le sexe en latin ancien se disait fascinus et que la fascination vient de l'image du sexe de l'autre. Voilà. Et donc c'est le départ de l'étymologie du mot fascination. D'accord. On apprend des choses. C'est assez joli quand même. Oh, c'est très joli. Et donc d'où l'étonnement, oui, parce qu'il y a un étonnement, une fascination en face du corps de la femme. Quelle est, outre vos films, votre scène de cinéma préférée? Ma scène de cinéma préférée, c'est l'ouverture de la partie de Black Edwards. Quand vous situez ça? Pas du tout, mais vous allez me l'expliquer. Voilà, la partie de Black Edwards avec Peter Sellers. Quand Peter Sellers, c'est dans les montagnes en Inde et donc il y a une troupe des militaires anglais coloniaux qui vont se faire attaquer par des Indiens cachés dans les collines, et donc il y a un Indien qui sort pour les prévenir, il prend sa trompette et vous n'avez pas vu cette scène? Vous la mettez, vous achetez The Party, vous achetez le DVD, et quand vous n'êtes pas en forme, vous regardez les 5 premières minutes. Bien sûr, mais alors il sonne, et puis alors il se fait tirer dessus, il meurt, puis il ressort, et voilà, il faut et comme il veut pas disparaître de l'image parce que c'est un figurant à qui on a donné le rôle de souffler dans la trompette, il met un quart d'heure à mourir et voilà, rien qu'à vous le raconter, ça vous fait rire. Je pense que je peux le voir en boucle et voilà. Alors concernant votre cinéma cette fois-ci, quelle est votre critique préférée? Ma critique, c'est-à-dire la critique que vous avez entendue sur votre cinéma, peut-être, je sais pas, une jolie critique ou quelque chose qu'on vous a dit, qui vous a dit tiens, oui, ça me plaît. Alors, oui, il y en a une qui m'a plus... Il y en a deux qui sont... Je vais en dire deux. Il y en a deux. Une dans le journal Le Monde, sur mon premier film, sur Strictement Personnel, qui est une petite critique. Le film est sorti un 15 août, dans 5 salles. Donc, voilà. Oui, mais en même temps, c'était pas grave. Et il disait quoi qui vous a plu dans ce petit article? Et alors, je ne sais plus ce qu'il disait, mais je sais qu'en lisant... C'était Jean-Michel Fredon, à l'époque, qui écrivait dans Le Point. Et sur ces 20 lignes, j'ai lu le film que j'avais fait. Et je me suis dit... C'est le film auquel j'avais pensé il y a 2 ans. Je l'ai fait, il s'est passé 2 ans. Et en 15 lignes, je lis exactement ce que j'avais voulu dire. Oh, c'est déjà que le film avait été compris, c'est déjà bien. Et la deuxième critique, c'était quoi? La deuxième, c'est la très grande critique que le journal Le Monde a fait sur mon dernier film, sur la très très grande entreprise, où j'ai eu exactement cette même sensation. Voilà. Quelques années plus tard. C'est ça que je voulais faire. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagi?
L'angoisse hypocondriaque. Oui. Non. Si, calmé, mais pas assagi. Alors, le yoga? Bon, le yoga ne change rien à l'angoisse métaphysique. Le yoga repose de l'angoisse métaphysique, mais ne la change pas. Quelle est votre plus belle réussite? Mes enfants, bien sûr. Votre plus grosse erreur? Ma plus grosse erreur... Oh, un film que j'aurais pas dû faire. Voilà. Mais en même temps, ma plus grosse erreur professionnelle. Hein. Ah, bah, comme vous voulez, c'est vous qui répondez aux questions. Hein. Oui, il y a un film que j'aurais pas dû faire. Voilà. C'est lequel? Il est mauvais, donc on va pas en parler. D'accord, bien. Si vous pouviez être plus que vous, qui seriez-vous ou que seriez-vous? Pierre Jolivet, puissance 10 000. Si vous pouviez vous augmenter, vous seriez comment? Ah, non, je voudrais rien changer. Enfin, je sais pas, c'est pas une idée qui me... Non, j'aimerais... si je pouvais gagner plus d'argent, j'étais très riche. J'ai déjà dit dans plusieurs interviews, mais je voudrais pas un cuisinier ou un chauffeur, enfin tous ces trucs-là. Ça m'amuserait énormément d'être si riche que je pourrais faire des procès à tout le monde. Voilà, j'adorerais faire des procès. Ah, vous n'avez pas d'autres ambitions? Oh ben non, parce que... Il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde et vous voulez faire des procès à tout le monde? Mais justement, c'est pour cela que je voudrais faire des procès. Ah. Je voudrais pouvoir faire des procès à des États, je voudrais faire des procès à des gouvernements, je voudrais faire des procès, des gros procès. C'est-à-dire des procès dont on sait qu'on va les perdre. On en revient au thème de la justice. Des procès dont on sait qu'on va les perdre, mais dont on se dit, c'est exactement le thème de la très grande entreprise. On sait très bien qu'on fasse des très grandes sociétés, les petites associations, au bout d'un an, 2 ans, 5 ans, 12 ans de procès, ils peuvent plus, quoi. Et je trouverais ça formidable d'avoir assez d'argent pour faire des procès sur des choses que je trouverais justes. Je dis, ben voilà, je vais vous mettre les 3 meilleurs avocats, et dans 10 ans, s'il faut encore vous faire le procès, je serai encore sur le coup. Je comprends mieux. Alors, il nous reste quelques toutes petites secondes. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Pierre Jolivet, pour la suite? À court terme, à moyen terme, à long terme, au choix. Non, mais je suis assez modeste et très prétentieux à la fois, capable de faire des bons films. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui. Je vous le souhaite. Oui, la capacité de garder la capacité à inventer, à m'amuser, à livrer quelque chose, à essayer de livrer quelque chose d'essentiel. Oui, c'est le seul truc qui vaille, le seul truc qui est vraiment intéressant. Je vous remercie infiniment d'être venu nous rendre visite dans VIP. Merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci.